Bonjour Jean-Christian Petit-Fils. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes un historien connu, voire célèbre, et vous avez publié plusieurs ouvrages sur le Christ. D'abord un Jésus, et ensuite un dictionnaire amoureux de Jésus. Et vous revenez maintenant avec le Saint-Suaire de Turin, témoin de la passion de Jésus-Christ. Alors l'histoire moderne du Saint-Suaire commence dans la nuit du 28 mai 1898 à Turin. Que se passe-t-il cette nuit-là ? Eh bien, c'est un avocat, le chevalier Secondo Pia, un Italien de Turin, grand amateur de photographie, bien connu pour cela à Turin, qui a obtenu la permission de photographier le linceul lors d'une ostension. Première photographie. Et donc ça va se passer dans la nuit, dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, et puis il va rentrer chez lui avec ses plaques, évidemment. Il va poser ses plaques dans le bac à développement, avec la petite lumière rouge, comme il y avait autrefois. Et puis, il saisit sa plaque. Et là, il est saisi de stupeur. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le visage du Christ comme on l'avait jamais vu depuis 2000 ans. En effet, sur le linceul, il y a une inversion des couleurs. Le noir devient blanc et le blanc devient noir. De sorte qu'en réalité, le linceul se comporte comme un négatif photographique. Négatif sur négatif, ça donne un positif. Pour la première fois, Secondo Pia voit le visage en positif de Jésus-Christ. Et là, il dira lui-même qu'il a été tellement bouleversé qu'il a manqué de lâcher la plaque et de la briser. C'est le début de l'ère scientifique pour le linceul. Jusque-là, il y avait donc une tradition historique avec certaines zones d'ombre, notamment tout au début de l'histoire, puisqu'on ne sait pas très bien ce qu'est devenu ce linceul du 5 avril de l'an 33, jour de Pâques et de la Résurrection, à l'année 387-388, époque à laquelle il apparaît à Édesse une image non faite de main d'homme que un très grand nombre de personnes viennent vénérer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît dans l'iconographie une modification fondamentale. Au lieu de représenter le Christ imberbe comme un jeune Apollon, on le représente avec des traits sémites, une barbe bifide, des cheveux longs, exactement tout ce que nous voyons sur le linceul de Turin actuellement. Et puis de là, eh bien, le linceul connaîtra des pérégrinations assez complexes. D'Édesse, il ira à Constantinople. De Constantinople, il ira en France. Il sera conservé à la Sainte-Chapelle. Il sera donné ensuite à un grand chevalier français, porte-étendard de Philippe VI de Valois, lequel le montrera sous forme d'ascension à Lirey, dans son petit village de Lirey. Il avait construit une église en bois pour honorer la Vierge. Et puis, le cadeau que lui a fait Philippe VI de Valois, qui ne savait pas très bien la valeur de ce qu'il faisait en réalité, eh bien, va lui permettre de montrer ce linceul. Et puis, ce linceul, donc, ira ensuite il sera vendu par sa petite fille, il ira à Genève, à Chambéry et à Turin. Alors, quelles sont les sciences qui, dans leurs domaines respectifs, s'intéressent au Suaire de Turin et qu'est-ce qu'elles nous enseignent, ces sciences ? Alors, très nombreuses approches scientifiques. On s'est occupé des pollens en particulier. On a trouvé des pollens de plantes qui poussaient entre Jérusalem et Hébron. On a trouvé même des fleurs, des traces. Et dont certaines ont disparu. Notamment des fleurs. Avinoam Danin de l'université hébraïque de Jérusalem, qui est juif de religion, donc pas du tout chrétien, a raconté qu'il avait trouvé la trace d'une fleur qui avait disparu au 8e siècle. Et même, il a noté la présence d'une fleur palestinienne qui s'ouvrait le matin vers 10h et se fermait le soir vers 17h. De sorte, dit-il, qu'on pourrait dater l'ensevelissement de Jésus à une heure donnée. Voilà. Ouais. Donc il y a les pollens, il y a des traces de fleurs, il y a des inscriptions sur le linceul, le long du visage. Alors on ne sait pas très bien comment ça a été fait, mais enfin c'est un Français notamment qui a travaillé beaucoup là-dessus, André Marion de l'Institut d'optique d'Orsay, qui a vu des inscriptions en fantômes d'écriture, dit-il, parce que toutes les traces de peinture ont disparu. Nazarénos, le Nazaréen,
Une inscription aussi in etce, qui est un reste probablement de la formule de condamnation à mort qu'aurait signé l'huissier. In etcem ibis, à la mort tu iras. Il y avait deux formules chez les Romains, in crucis ibis, à la croix tu iras, ou in etcem ibis, à la mort tu iras. Et puis en dessous, Ezu, qui serait peut-être les restes de Jesus, Jésus. Donc voilà, donc, des inscriptions, une pièce de monnaie, une ou deux pièces de monnaie. Il y en a une en tout cas qui est très, très, très remarquable, qui a été trouvée en 1978 par le père Philas, qui est un leptone frappé par Ponce Pilate entre l'an 29 et l'an 31. Donc si on veut une datation du linge, eh bien on n'a pas mieux. Il y a une petite houlette qui était le symbole de Ponce Pilate, et puis des inscriptions, Tiberios Caesaros, Tibère César. Alors sur ces questions scientifiques, il a également été fait abondamment mention dans les médias de la datation au carbone 14 qui est intervenue en 1988 et qui concluait à l'origine médiévale de ce document. Alors quel est l'état de la question sur ces datations? Alors cette datation a déjà été très surprenante. Moi je me souviens du coup de tonnerre que ça a sonné à ce moment-là. Et c'était en contradiction avec des études scientifiques dont je n'ai pas parlé, mais qui avaient été faites par un groupe américain de 33 savants très compétents dans tous les domaines, qui avaient eu pendant 2 jours à disposition le linceul, qui avaient fait des études de spectrographie, de microscopie optique, et tout cela pour arriver à une conclusion que le linceul n'était pas une peinture, que c'était une image sans contour. La face dorsale et la face ventrale étaient absolument identiques, comme si le corps était en état d'apesanteur. Et on avait trouvé aussi une caractéristique, c'est la tridimensionnalité. C'est-à-dire que le corps, c'est comme si le corps avait projeté son image. Et donc l'image est inversement proportionnelle entre la distance se situant entre le linge et les espaces du corps. Donc c'est un phénomène tout à fait étonnant. Et alors là-dessus, en 1988, intervient la datation en carbone 14, qui tombe comme un coup près, une plage définie, 1260-1390, avec 95% de chances que ça soit de certitude. Bon. Et déjà, les statisticiens ont regardé, parce qu'il y a eu 3 laboratoires, donc Zurich, Oxford et Tucson en Arizona. Et les statisticiens se sont aperçus en regardant les chiffres. Quelques chiffres ont été donnés, tous n'ont pas été donnés, hein, des chiffres retraités par les laboratoires. Qu'il y avait une contradiction déjà entre Oxford et les 2 autres, de sorte qu'il y avait seulement 5% de taux de fiabilité. Bon. Puisqu'il y a 100 ans d'écart dans les datations. Bizarre. Bon, on est toujours au Moyen-Âge, mais enfin, c'est quand même bizarre. Et puis, en 2017, donc c'est pas vieux, un jeune chercheur, Tristan Casabianca, a obtenu du British Museum, qui était le coordinateur de l'expérience de 1988, les chiffres bruts, le dossier complet. Et là, dispersion totale de toutes les données, on n'arrive plus qu'à 1% de fiabilité. Donc, et on a même l'impression que plus on va vers le centre du linceul, plus l'âge diminue. Bon. Donc, il y a des incohérences et ça ne fonctionne pas. Alors, on a, au moment du carbone 14, parlé de malversation, de dissimulation, de fraude, d'échange d'échantillons. Non, ces laboratoires sont très sérieux, ils ont fait leur boulot. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas respecté le protocole, ils se téléphonaient, alors qu'ils avaient promis de ne rien dire, faire l'expérience en aveugle, mais bon, on peut les comprendre à mesure où ils avaient tous peur de se planter. Voilà, donc c'est tout. Cela étant, donc c'était pas très sérieux, ça se faisait quand même dans une atmosphère d'hostilité à l'égard de l'Église, du cardinal Balestrero, son conseiller, le professeur Gonella, que j'ai connu, avait été écarté, aucun représentant du Saint-Siège n'était là, et c'était seulement l'équipe des radiocarbonistes qui étaient entre eux et qui avaient tout manigancé. Donc on s'aperçoit donc que cette expérience ne fonctionne pas. Et puis en 2005, on a eu l'explication.
Il y a eu probablement des pollutions par des champignons. Il y a eu très, très forte dose de carbonate de calcium sur les fils de lin, parce qu'il y a eu un incendie en 1532 à Chambéry. Il a fallu jeter de l'eau. Et surtout, c'est la découverte de Raymond Rogers, un très grand savant qui faisait partie de cette équipe du STURP de 1978, qui a, peu avant sa mort, découvert que c'était dans une zone de ravaudage. Donc on avait acéré très discrètement des fils à travers des fils anciens. Tout ça, ça s'est passé probablement au Moyen-Âge, au milieu du XVIe siècle. Et ce ravaudage, donc, anéantit complètement l'expérience du carbone 14. Depuis, il y a eu des travaux faits par des Italiens, notamment le professeur Giulio Fanti, qui a utilisé une autre méthode, la méthode de la torsion du lin. Il a fabriqué des échantillons, et puis des échantillons de lin ancien, et il arrivait, lui, à une datation alors très vaste, hein, entre 250 et plus 250, moins 250, plus 250, autour de l'an 30, quoi. Et tout récemment, au mois d'avril 2022, le professeur Liberato De Caro de l'Institut cristallographique de Bari, donc, qui appartient au CNRS italien, c'est pas des gens des plaisantins, il arrive à la conclusion que ce sont du lin qui date du 1er siècle. Il a trouvé un échantillon de lin du 1er siècle, lequel a été découvert dans la citadelle de Massada, la fameuse citadelle qui a résisté aux assauts des Juifs, des Romains en l'an 73. Et donc, par conséquent, c'est un lin du 1er siècle. Et la structure, grâce à une méthode nouvelle de rayon X, est identique. Voilà où on en est du point de vue des recherches. Il y en aura peut-être d'autres. Malheureusement, en 2002, on a nettoyé complètement le linceul. On l'a, au lieu de l'enrouler, on l'a mis dans une grande vitre, sous une grande vitre, avec un gaz neutre pour le préserver, parce qu'il commençait à faire des plis, commençait à s'abîmer, mais l'image aussi commençait à disparaître. C'est ça qui était gênant, parce que du fait du lin qui vieillissait, qui jaunissait. Donc, à ce moment-là, on a enlevé par un petit aspirateur tous les pollens, tout ce qu'on a pu trouver. On les a catalogués, mais ça sera quand même difficile maintenant de retravailler sur le linge lui-même. Alors, une autre question classique, dans les travaux que vous faites sur le Saint-Suaire de Turin, vous expliquez que les clous qui sont enfoncés dans la main du Christ ne sont pas dans la paume, mais sont dans ce qu'on appelle l'espace de Desto. Sans ça, ça ne tiendrait pas. Or, tous les mystiques ont, pour ceux qui sont stigmatisés, ont les stigmates dans la main et non pas dans le poignet. Oui, mais alors, les signes du mysticisme ne sont pas des signes historiques, et évidemment. D'ailleurs, ça varie d'un mystique à l'autre. Vous savez, le clou de Saint François d'Assise, c'était un clou qui tournait dans la paume. Alors, il y a eu les travaux du professeur Barbet, Pierre Barbet, à l'hôpital Saint-Joseph, qui a justement encloué des cadavres. Et il s'est aperçu que si on enclouait dans la paume, eh bien, la masse déchirait et le corps tombait. Voilà, alors, donc, entre le mysticisme d'un côté et puis la réalité historique, il y a une différence. Ça n'empêche pas qu'il y a une vérité dans le mysticisme, mais c'est la même chose pour les apparitions de la Vierge. La Vierge, elle n'était pas en robe bleue avec des fleurs dans la vie courante, hein, dans sa vie de Palestine. Alors, qu'apporte le Saint-Suaire aux croyants d'abord, à l'incroyant ensuite ? Alors, aux croyants, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas une question de foi. Je crois qu'il est important de dire, on peut très bien ne pas croire à l'authenticité du linceul, donc contre toute évidence. Mais donc c'est pas une question de foi, et jamais l'Église, surtout aujourd'hui, se prononcera en disant c'est la sainte couronne d'épines, c'est le linceul, c'est la tunique, ce sont absolument authentiques. Tout ça, jamais elle le fera, parce que maintenant la science est emparée aussi de ces reliques. Par conséquent, elle doit avoir un certain recul. Et puis son but n'est pas d'authentifier des reliques. Son but, c'est d'annoncer la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pas autre chose. Alors, donc, le croyant, ça lui apporte beaucoup. Ça lui apporte des renseignements sur la passion. Et puis ça lui apporte un visage aussi, une présence. C'est très émouvant. Paul Claudel disait, plus qu'une image, une présence.
Et c'est vrai, quand on contemple le visage de Jésus, tel que l'a découvert Segundo Pia, eh ben, on est frappé de la majesté, la sérénité dans la mort, alors que le supplice enduré a été atroce, absolument atroce. Donc ça nous renseigne sur la passion. Et la passion, en fait, on a trop tendance, nous, chrétiens, à un peu éliminer le supplice de Jésus. On voit une croix, on voit un homme sur une croix, on ne se rend pas compte de l'horreur qu'a représenté ce supplice. Avec, de surcroît pour Jésus, une flagellation qui était une peine en soi, qui avait été prononcée par Ponce Pilate, parce qu'il voulait pas obéir aux autorités juives, il voulait pas se laisser manipuler. Et donc, il avait dit, je vais le condamner, je vais le faire flageller. Alors, la flagellation a été atroce, 120 coups de fouet, on le voit sur le linceul, avec des petites billes, un fouet qu'on appelle le flagrum. On a retrouvé, c'est très exactement quel fouet a été utilisé, avec des petites haltères, et qu'on voit au microscope électronique, des traces de liquide séreux tout autour de ces coups. Abominable, évidemment, comme supplice. Et puis, le coup de lance, on sait que c'est une lancea, en forme de feuille. Il y a certains types de lances qui ne correspondent pas, mais la lancea romaine, c'est tout à fait le coup de... etc., etc. Alors, je ne peux que renvoyer, vraiment, c'est passionnant, c'est mené un peu comme une enquête policière, vous traitez les objections, et puis au milieu, il y a un petit fascicule avec des photos, c'est vraiment très, très, très intéressant, et ça apporte beaucoup.